Bonjour, voici la 10e partie de ce championnat du monde. Le score est en faveur de Carlsen, il est de 6-3. Autant dire que cela va être très difficile à Anand, car même si mathématiquement il lui reste encore une chance infime pour égaliser, il doit en fait impérativement gagner, mais sa tâche sera compliquée car il a les noirs et son adversaire a tout loisir de simplifier dès qu'il peut la position. Carlsen débute par E4, avec 3 points de plus. Carlsen en fait peut voir venir. Anand n'a pas été très concluant lors de la 8e partie. Il avait répondu par E5 et n'avait pas obtenu grand chose par cette ouverture. Donc il est logique pour Carlsen de continuer sur cette voie. C'est à Anand de prouver qu'il est capable de contre-attaquer avec une défense active du côté noir. Et là, il choisit, au lieu de E5, de jouer C5. Anand choisit donc la sicilienne, sans conteste, la réplique la plus agressive contre E4. Carlsen poursuit par cavalier F3, logique, développement d'une pièce, préparation de D4, D6 et fou B5. Déjà donc une orientation très particulière sur la sicilienne. Il y a la possibilité normale de jouer D4, et dans ce cas-là, on joue un début très théorique. En fait, avec fou B5 échec, Carlsen ne s'oriente pas vers un combat lourd théoriquement. Il choisit plutôt le début Rossolimo, dont les exigences positionnelles et tactiques sont plus simples à gérer. Après tout, il n'a besoin que d'une nulle pour assurer son titre de champion du monde. Après fou B5, la tentation de jouer fou D7 serait évidente, mais fou prend fou, dame prend et suivi par exemple de C4 implique des simplifications trop rapides au goût d'Anand. Il préfère plutôt maintenir la tension et jouer ici cavalier D7. Carlsen poursuit par D4, il est logique d'ouvrir le centre, les blancs sont mieux développés. C prend D4, après cette prise, eh bien, les blancs décident de prendre le pion D4 avec la dame. Alors, le jeu en fait c'est quelque peu déséquilibré, c'est là tout l'intérêt de la sicilienne, puisque les noirs maintenant obtiennent un centre de pion, D6 et E7, face à un pion donc blanc E4, donc il y a une majorité de pions pour les noirs, avec aussi une colonne semi-ouverte en la faveur, avec un pion cible C2. Alors les blancs ne sont pas en reste, ils ont à leur disposition une colonne semi-ouverte D, avec un avant-poste D5, qui leur apporte donc un jeu beaucoup plus libre dans ce secteur. On peut rajouter un autre élément plutôt en faveur de Carlsen, c'est le développement blanc qui est supérieur à celui des blancs, puisqu'il y a 3 pièces développées contre simplement une seule chez les noirs, et en plus elle bloque le fou C8. Donc la position est déséquilibrée. Elle peut être intéressante pour celui qui cherche à gagner justement, donc c'est plutôt d'un point de vue compétition, c'est plutôt positif pour Anand. Maintenant, il faut déjà rattraper le temps de développement. Il poursuit par A6, donc il attaque le fou B5 et pose une question à Carlsen. Que va-t-il faire de son fou? Eh bien, il décide de prendre le cavalier D7, donc de céder sa paire de fous, donc c'est une information importante. En fait, cela ne l'inquiète pas trop, car après fou prend D7, le coup logique qui permet la libération de la tour très rapidement sur la colonne semi-ouverte C8, eh bien il envisage de mettre en place un étau Maroczy, alors très important. L'étau Maroczy c'est C4 et E4 au centre, et son idée c'est de rigidifier quelque peu la position centrale, en gênant l'ouverture des lignes de la libération en fait, du jeu noir par D5 ou B5. Donc cet étau est très intéressant à mettre en place stratégiquement. Il va falloir voir un peu la suite et comment Anand va s'y prendre pour lutter contre cette formation. Mais il est clair que Carlsen souhaite évidemment museler ce centre de pion afin qu'il ne bouge pas, pour que sa cavalerie puisse compenser la perte de sa paire de fous. Cet étau s'appelle donc l'étau de Maroczy. Maintenant les noirs jouent cavalier F6, et là les blancs auraient pu poursuivre logiquement par cavalier C3, mais il ne veut pas permettre à Carlsen de jouer G6 pour installer tranquillement son fou en G7,
Il souhaite au contraire forcer les événements et pour cela il va jouer fou G5. Maintenant, bien entendu, si Anand souhaite jouer G6, eh bien c'est compliqué pour lui car les blancs ont l'opportunité de prendre le cavalier F6, de dénaturer ainsi la structure de pion. Et après cavalier C3, on voit bien que les blancs sont tout à fait armés face à une structure de pion noir complètement affaiblie. La colonne D est prête à être occupée et le pion F6 aussi est faible. Donc pas question bien sûr pour Anand de jouer G6. Il va jouer E6, donc mobiliser sa chaîne de pions centrale afin de créer finalement un rempart positionnel lié à la contestation de la case B5, C5, D5, E5 et F5. Donc les blancs ne peuvent pas rentrer dans le camp adverse. Par contre, les blancs comme compensation immédiate, c'est le pion cible D6 qui reste un des enjeux stratégiques essentiels dans ce type de position. Les blancs chercheront bien sûr à percer, donc à attaquer ce pion D6, et pour cela, ils chercheront des échanges systématiques afin d'accentuer plus facilement leur pression sur ce pion. Mais pour le moment, l'heure est au développement, donc les blancs cherchent déjà dans un premier temps à terminer leur développement. Ici cavalier C3, fou E7, petit roc, c'est logique, on met à l'abri le roi blanc. Les noirs décident de jouer fou C6 afin d'effectuer une pression plus accrue sur le pion A4. Et maintenant, bien, ce coup est un petit peu difficile à trouver. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le prochain coup de Carlsen. Il décide de jouer Dame D3. Alors ce Dame D3 est un coup quand même essentiel dans la stratégie blanche. Alors déjà, ne serait-ce que de jouer ce coup de dame permet de libérer la case D4 qui sera utile pour ce cavalier. Ce cavalier donc s'installera sur cette case et pourra effectuer une pression sur le fou C6. Mais il y a un autre élément extrêmement important stratégique à signaler, c'est le fait de gêner considérablement la poussée libératrice B5. Alors pour quelle raison cette poussée est importante? En fait, pour lutter contre l'étau-maroxie, les noirs ont comme objectif de dévier un des pions centraux, notamment le pion C4. Pourquoi le dévier? Bien tout simplement parce que ce pion C4 et ce pion E4 interdit la libération du jeu noir. Alors avec cette formation, donc, nous allons voir avec les blancs que ce sera difficile de mettre en place ce fameux levier B5. Dame D3, petit roc, et maintenant cavalier D4. Alors le cavalier est très bien placé en D4, il peut choisir à loisir donc surveiller le camp noir, mais aussi prendre le fou si nécessaire et contrôler le levier B5. On voit bien que le pion C4, le cavalier C3, le cavalier D4 et la dame D3 a pour fonction d'interdire le levier B5. Il y a un contrôle très important sur ce levier. Voilà tout l'intérêt d'avoir joué Dame D3. Maintenant, les noirs continuent. Leur objectif, c'est de pressuriser le pion C4, de préparer le levier B5. Donc, ils jouent tour C8 normalement sur leur colonne semi-ouverte. Et B3. Donc, B3 a pour objectif, bien sûr, de soutenir le pion C4. Dame C7. Alors, Dame A5 aussi était envisageable. Mais Anand souhaite pour le moment jouer Dame C7. Et maintenant, Carlsen s'oriente vers la suppression du fou C6. Donc il va amener un échange de pièces mineures, donc tout en supprimant la paire de fous noirs. Les noirs jouent Dame prend C6. Un petit mot sur B prend C6, simplement pour préciser que la structure de pion noir se serait affaiblie par la présence d'un pion isolé en A6. Ce n'est pas du goût d'Anand. De plus, il enferme sa colonne C, donc on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir placé la tour et la dame sur cette colonne. Donc il préfère jouer avec Dame prend C6. Et ici, il faut quand même être attentif sur le prochain coup noir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur pause, car les noirs menacent un coup particulier. En fait, la menace, c'est B5. Il faut être très attentif à cette menace. On voit que B5 pourrait être dangereux, parce que si pion prend B5, immédiatement Dame prend cavalier.
Donc les blancs ont besoin d'être prêts à cette situation et ils jouent tour à C1. Ils protègent naturellement leur cavalier. On voit maintenant que B5 n'est plus envisageable puisque les blancs peuvent tranquillement prendre en B5 et le cavalier est protégé par la tour. Les noirs jouent ici H6. Où replier le fou? Ça, c'est une bonne question. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Si vous avez choisi fou E3, c'est tout à fait le coup de Carlsen. En fait, il est préférable de le garder centralisé. Ce fou a une ligne très intéressante sur cette diagonale. En même temps, un contrôle sur celle-ci. Et la case centrale D4 est une case stratégique importante qu'il pourra avoir la possibilité d'utiliser, d'emprunter, même de s'installer sur cette case et obtenir un beau contrôle des cases noires. Cavalier D7. Alors cavalier D7, c'est un coup multiple. L'intérêt de ce coup, donc, c'est de contrôler les cases noires. On voit bien par ce petit schéma que tout simplement les cases B6, C5, E5, F6 sont à la portée du cavalier. Il faut pour les blancs bien maîtriser ce développement. Et là, Carlsen va trouver un excellent coup. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour le trouver. Eh bien, si vous avez trouvé fou D4, bravo. C'est un coup centralisateur du fou qui a la valeur de dominer tout simplement le jeu noir, aussi bien sur l'aile roi que sur l'aile dame. Alors pour mettre en avant, plus en lumière en tout cas, la force de ce coup, je vous propose de regarder quelques possibilités noires avec le cavalier. En fait, la position qui a été jouée, c'est tour D8. Mais regardons cavalier C5 avec l'idée d'attaquer bien sûr la dame. Et bien dans ce cas de figure, on voit tout l'intérêt d'avoir placé le fou en D4 à partir du moment où on remarque que dame G3 est très efficace puisqu'il y a une excellente attaque sur la colonne G. Et cela met déjà les noirs en difficulté. Imaginons par exemple E5 avec fermeture de cette diagonale. Eh bien les blancs peuvent s'orienter vers un échange du cavalier. Donc pion prend. Et cavalier D5 avec centralisation de cette pièce mineure. Eh bien les blancs prennent le dessus sur leur adversaire. Le cavalier a un rayonnement important sur le camp noir. Cavalier C7, cavalier prend fou, même la case E6 est contrôlée, la case B6 aussi. A noter qu'il y avait aussi, après fou prend, la possibilité pour les blancs de prendre aussi le pion E5, donc d'assurer un avantage positionnel pour eux. Si cavalier C5 n'est pas envisageable à cause de la présence du fou D4, on peut se poser la question aussi sur cavalier E5. Et n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir le raisonnement ici à tenir du côté blanc. Eh bien, toujours la même réponse, dame G3. Dame G3 pour objectif d'attaquer par rayon X le pion G7. Il suffit simplement d'avancer le pion F pour déstabiliser complètement le jeu noir. Imaginons par exemple le coup B5. Eh bien, les blancs peuvent engager un jeu très pertinent. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver. Et si vous avez trouvé F4, c'est excellent. Regardez le parcours de ce pion. Le cavalier est obligé d'aller en G6 pour éviter le mat en G7. Et maintenant, on poursuit par F5. Le cavalier qui va revenir en E5. Alors, bien évidemment, on pourrait gagner le pion, enfin le cavalier E5 et éventuellement un pion, mais c'est beaucoup de complications inutiles. Car il ne faut pas oublier que le pion C4 est aussi en difficulté. Donc là, on continue bien sûr avec F6 et une pression extrêmement désagréable sur le roi, autant dire que la position noire est déjà chancelante. Donc on voit bien toute l'utilité de ce fou D4 qui met les noirs dans une position passive. Ils ne peuvent pas emprunter les chemins habituels liés à cette structure, la case E5 et la case, donc la case E5 et la case C5. C'est pour cette raison qu'Anand décide de jouer tour D8. Donc il n'implique pas son cavalier, il préfère anticiper la pression qu'il pourrait avoir sur le pion D6. Alors comment continuer du côté blanc? Eh bien, ils vont démontrer qu'ils sont supérieurs au niveau positionnel, ils ont un avantage d'espace. Cet avantage d'espace se voit immédiatement par la présence des pions C4 et E4 qui sont déjà en quatrième rangée.
alors que les noirs n'occupent que simplement les 3 rangées. Et il joue H3, piquant la case G4 et anticipant sur des développements éventuels du cavalier qui pourrait aller en E5 et en G4. Dans ce cas de figure, Anand doit bien sûr réfléchir pour renforcer sa position et il décide de jouer Dame C7. Alors pour quelle raison un tel coup de dame? Eh bien en fait on peut mieux percevoir l'intérêt de ce coup si nous pouvons lire le mouvement de la dame en triangle. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux triangle? Eh bien c'est de placer la dame en A5 et ensuite éventuellement en H5, et on voit bien donc qu'il y a une sorte de triangle qui s'effectue avec un déplacement utile pour les noirs. Alors maintenant comment continuer avec les blancs? Eh bien ces derniers jouent tour D1, tour FD1, donc ils mobilisent leurs pièces tranquillement, assurant eh bien une mobilisation supérieure finalement aux noirs, car ils occupent un espace plus important. Et Dame A5 est joué. Alors là, n'hésitez pas à cliquer sur pause parce que c'est un moment important. Bien entendu, il y a l'idée de transférer la dame en H5, mais il faut aussi regarder une autre idée. Et Carlsen va jouer un coup instructif, il va jouer Dame D2. Alors pour quelle raison un tel coup? Parce que on peut se poser la question, la dame en D3 avait pour objectif d'interdire la case B5. Et maintenant, en se plaçant en D2, on peut se poser la question justement, est-ce que les noirs peuvent jouer B5? Eh bien c'est la question que je vous pose. Donc n'hésitez pas à cliquer sur pause pour me donner votre réponse à ce sujet. En fait, si les noirs jouent B5, ça serait véritablement une erreur, et on verrait tout l'intérêt d'avoir placé la dame en D2 par rapport à A5. En fait, elle se situe par rayon X à l'attaque de la dame A5, et là, les blancs ont à leur disposition le coup cavalier D5, si vous l'avez trouvé, bravo. C'est un coup très fréquent dans ce type de position, structure de pion. La dame attaque la dame A5 et le fou ici est aussi attaqué, ce qui veut dire que après dame prend dame, eh bien il y a le coup intermédiaire d'échec, cavalier prend fou, roi F8, donc on a l'impression de pouvoir enfermer le cavalier, mais là encore une fois voilà tout l'intérêt de la présence de ce fou D4. Il y a le coup intermédiaire fou prend G7 qui remet en question toute la variante noire. Après roi prend fou, eh bien tour prend dame, la tour est attaquée, ne l'oublions pas. Donc ici, tour C5 et tour prend D6 donne un jeu nettement supérieur au blanc en raison du clouage du cavalier D7. Alors, on voit bien que Dame D2 n'est pas joué pour rien. Il est joué pour empêcher le levier libérateur B5, le levier qui, je vous l'ai précisé au départ, a pour objectif de détruire ce fameux étau qui assure l'avantage d'espace au blanc. Alors, pour éviter justement cette problématique, eh bien, les noirs jouent roi F8. Et l'on comprend mieux l'intérêt. En fait, Anand a toujours l'idée de jouer B5. Cette fois-ci, il ne craindra pas cavalier D5 et cavalier prend fou, échec, puisque le roi est proche du fou. Donc la menace, véritablement, c'est B5. Alors, que jouer maintenant à la place de Carlsen par rapport à cette menace? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Et ici, il décide de jouer Dame B2. Alors, Dame B2, on ne voit pas trop l'intérêt. On ne voit pas comment il peut empêcher le levier B5. Alors, n'hésitez pas donc à réfléchir sur ce levier, car Anand ne l'a pas joué, et il faut en trouver la raison. Alors, si vous jouez B5, eh bien, on voit maintenant le pourquoi de Dame B2, c'est qu'il peut jouer B4, et on remarque que la dame n'a pas de case à sa disposition sur la colonne A, et la case B6 est contrôlée. Les noirs sont obligés de jouer en C7, et maintenant le pion B5 est en prise. Il est attaqué deux fois, donc pion prend B5, et les blancs gagnent ici un pion précieux, puisqu'après la reprise, eh bien, le cavalier va prendre en B5 et gagner donc un pion. Donc on voit toute la justesse de Dame B2 qui est orientée qui est orientée sur l'empêchement en fait de B5. On peut remarquer aussi que Dame et Fou effectuent une pression sur le pion G7
ça peut être utile dans certains cas. Les noirs décident de jouer roi G8 avec une proposition tacite de dire, bien, si jamais les blancs remettent la dame en D2, les noirs pourraient véritablement rejouer roi F8. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait l'intérêt d'Anand de proposer nul, mais c'est peut-être un test vis-à-vis de Carlsen. Et Carlsen, en fait, ne va pas du tout s'orienter vers cette répétition de coups. Il va dire simplement à son adversaire, ben écoute, moi je laisse madame en B2, et je t'interdis définitivement, en tout cas pour une longue durée, la poussée B5, en poussant moi-même A4. Donc ce levier, maintenant, est, eh bien, ne peut pas être joué, en tout cas il est muselé. Il faut pour Anand de trouver une autre idée, et il décide de jouer donc dame H5, le transférer la dame vers l'aile roi. On ne sait jamais, il peut y avoir peut-être des objectifs intéressants de ce côté-là. Le problème, c'est qu'il est difficile pour Anand de trouver du renfort dans ce secteur de jeu. La dame est bien isolée, et on voit tout l'intérêt d'avoir placé le pion à H3. La cage G4 ne peut même pas être utile pour le cavalier. Donc maintenant, quel plan adopter du côté blanc? Alors là, c'est très instructif, car comment jouer cette structure de pion? Comment profiter du fait que la dame soit en H5? Où jouer? Quel est le but stratégique? Eh bien, je vous avais dit tout à l'heure que le but stratégique, c'était quand même D6. Et dans le plan de Carlsen qu'il va adopter, eh bien, D6 est l'objet de ses préoccupations principales. Alors, d'après vous, eh bien, il a joué cavalier E2. Alors, pourquoi un tel coup? Déjà, dans un premier temps, on peut remarquer que le tandem dame et fou effectue une pression désagréable sur le pion G7. Donc là, les noirs vont déjà devoir résoudre ce problème. En même temps, il peut toujours y avoir des possibilités cavalier F4 ou cavalier G3 qui peut attaquer la dame. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a une deuxième idée que je vous propose d'essayer de deviner. Alors, Anand joue fou F6. Ça lui permet de résoudre le problème du pion G7. Et quelle est cette deuxième idée de Carlsen? Eh bien, de jouer tour C3. Alors, tour C3, c'est pour transférer la tour où? En fait, elle a la possibilité de jouer tout au long de cette troisième rangée. Mais l'on peut voir que la case D3 est très utile. Et si elle peut se placer en D3 et effectuer une pression par rayon X sur le pion D6, on voit bien que le duo de tours pourrait être très embêtant pour Anand. Donc grâce à son avantage d'espace, il peut se permettre de doubler les tours de cette manière et d'avoir une action directe dans le camp noir, ce que les noirs n'ont pas comme possibilité puisqu'ils ont moins d'espace à leur disposition. Anand décide de prendre le fou, et que jouer? Eh bien, tour prend D4, oui, pour assurer la liaison des tours et la position de tandem avec éventuellement la tour D3 et même la dame D2, toujours sur ce pion faible en D6. Là, le pion D6 fait l'objet de toutes les préoccupations maintenant noires, parce que si les noirs ont maintenant un pion de moins, il va falloir jouer de manière très active. Donc Anand ne souhaite pas donner ce pion D6, mais Carlsen insiste. Donc voilà, dame D2, le pion D6 est toujours en difficulté. Il est attaqué 2 fois. Alors comment continuer? Eh bien, Anand décide de jouer cavalier F6 pour contre-attaquer sur le pion E4. Alors, comment allez-vous raisonner par rapport à cette attaque? Alors si vous commencez à décider de jouer F3, ce serait vraiment dommage, car vous protégez certes le pion E4, mais vous affaiblissez votre structure de pion. C'est pas du goût de Carlsen d'affaiblir sa structure de pion. Il ne joue ses pions que si c'est nécessaire. Et là, en l'occurrence, il n'a pas besoin de le faire. Il joue tour E3. Il consolide le pion E4 et peut envisager peut-être à terme de jouer F4, bien entendu. On voit tout l'intérêt de cette manœuvre cavalier E2 qui protège la tour, qui protège aussi, enfin qui peut mettre en place le levier F4. Donc là, il y a pas mal de questions qui se posent pour Anand. Il décide de jouer tour D7 avec l'idée de jouer éventuellement tour D8 pour protéger le pion D6. Et là, comment continuer? On aurait pu envisager F4, mais non. Carlsen est très patient
il bénéficie d'un avantage d'espace, donc il profite de jouer A5 et il harcèle les cases noires et il supprime de plus en plus de cases vitales pour les noirs. Alors, comment maintenant continuer avec les noirs? Eh bien, les noirs décident de jouer un coup très risqué. Ils jouent Dame G5. Alors, c'est à vous maintenant. Vous avez les blancs, que faire? Ben, la question principale, c'est est-ce que je peux prendre le pion D6? Est-ce que Anand l'a laissé comme ça, gentiment? Ça, c'est une question. Et vous devez y répondre. Alors, quelle réponse allez-vous jouer? Ben, si vous décidez de vous laisser tenter par la prise du pion D6, ce serait une grave erreur, car dans ce cas de figure, Anand avait prévu une contrepointe, c'est-à-dire cavalier prend E4. Donc il y a fourchette sur la tour et la dame, mais vous allez me dire, je peux prendre le cavalier. Mais n'oubliez pas que ici, il y a la possibilité pour la dame de prendre cette dame. Et dans ce cas-là, dame prend D2 et la tour D6 est prise en sandwich. Et dans ce cas de figure, tout se retourne. Tour prend D2 et les noirs sont susceptibles de gagner cette position et de relancer la compétition avec un gain probable de cette partie pour Anand. Mais Carlsen est très prudent. Il décide non pas de prendre le pion D6 directement, mais d'attaquer cette cible par le levier, c'est-à-dire d'accentuer le problème du pion D6 avec un clouage. Nous ne pouvons pas prendre le pion E5, sinon tour prend tour. Alors comment continuer avec les noirs? Il décide de jouer cavalier E8, il protège ainsi son pion D6, et laisse une case de sortie pour la dame. Mais cela n'empêche pas quand même de se poser la question, est-ce que je peux prendre le pion D6? Et Carlsen se l'est posé légitimement. Il a décidé de prendre le pion D6. Mais cette prise a permis finalement à Anand de retrouver un petit peu de contre-jeu. Carlsen aurait pu patienter et jouer cavalier C3. En fait, il n'avait pas besoin de se précipiter. La pression sur D6 suffisait à maintenir un bel avantage pour les blancs. Avec cavalier C3, l'intérêt de ce coup, c'est que à tout moment, il peut viser la case E4, mais surtout, il laisse les noirs dans leurs difficultés. La case D5 est bien contrôlée. Alors, il y a plusieurs possibilités pour les noirs, mais enfin, il faut quand même qu'ils protègent le pion D6. À terme, ça peut arriver. Et maintenant, B4. Les blancs prennent de l'espace. Ils suppriment de l'oxygène pour les pièces noires. Alors on peut regarder par exemple dame D8, mais dans ce cas de figure, cavalier E4 est très gênant, puisque la case D6 est attaquée, bien sûr le pion D6, mais aussi la case C5 peut intervenir. C'est une situation qui donne une supériorité positionnelle pour les blancs, clair. Donc on peut regarder tour D8, mais dans ce cas de figure, les blancs peuvent consolider le pion E5 en jouant F4, en chassant la dame. Celle-ci pourrait par exemple se déplacer en E7 pour protéger le pion D6. Et maintenant tour ED3, donc on aurait un triplement d'Alekhine avec pression sur le pion D6. Dame C7 pour pressuriser de leur côté le pion C4. Alors là encore, c'est pas d'une position obligatoire, mais c'est un cas de figure. Il y a la possibilité pour les blancs de répondre de différentes manières pour conserver leur avantage. Mais là, C5 est aussi instructif, on peut regarder. Donc là, la menace c'est clair, la prise du pion en D6. Donc D5, le coup logique. Et là, cavalier E4. Cavalier E4 qui profite du clouage du pion D5 pour envisager l'installation d'un cavalier en D6 avec avantage positionnel important. Et ce n'est pas D prend E4 qui va changer la donne, puisqu'après tour prend, pion prend tour, tour prend cavalier, échec, roi H7 et dame prend D3, les blancs sont dans une position supérieure. Ils avaient des bonnes chances de gagner cette position. Alors, bien sûr, cavalier C3, il y aurait d'autres variantes à signaler, mais c'était une vision possible du jeu blanc, qui était tout à fait intéressant du côté de Carlsen s'il voulait gagner cette partie. Maintenant, il a décidé de prendre en D6
Et Anand va pouvoir récupérer plus facilement ce pion D6. Alors de quelle manière? Eh bien, il va jouer tour C6. Les noirs préparent la reconquête de leur pion perdu. Et là, que jouer avec les blancs? Là, c'est intéressant, il faudrait rester quelques minutes en fait. Parce que le coup que va jouer Carlsen est très profond en fait. Donc, il va jouer F4. Alors là, ça gagne un temps sur la dame, mais surtout ça prépare la case de sortie du roi blanc. Alors cela paraît difficile à imaginer, mais les blancs sont tout simplement en train de préparer la finale avec une activation rapide de leur roi. Alors pour quelles raisons peuvent-ils être aussi sûrs qu'il va y avoir une finale? En fait, le pion D6 est l'objet de toutes les préoccupations noires. Il faut qu'ils le récupèrent, sinon les blancs auront le temps éventuellement de faire par exemple B4, suivi de C5, et là, le pion de plus va mettre les noirs en grande difficulté. Donc ça veut dire que les noirs vont devoir récupérer ce pion D6. Et il va y avoir un échange massif de pièces. Par conséquent, la finale doit être prête. Donc avec F4, eh bien, les noirs jouent Dame D8, toujours dans l'idée, bien sûr, de récupérer leur pion de moins. Les blancs sont prêts à cette éventualité, ils triplent leurs pièces, le triplement d'Alekhine. Et maintenant, eh bien, il va y avoir cet échange massif avec tour prend D6. N'oublions pas que la menace B4 et C5 se précise, donc il faut prendre. Et là, une succession d'échanges va maintenant s'opérer pour s'engager dans une finale de cavalier tout à fait intéressante à suivre. Donc tour prend, tour prend, tour prend, dame prend. Et maintenant, dame prend dame et cavalier prend. Le combat s'engage dans une position asymétrique qui peut réserver son lot de surprises. Alors quand je parle d'asymétrie, c'est tout simplement qu'ici, les blancs ont 3 pions contre 2. C'est-à-dire qu'ils ont une majorité de pions blanches à l'aile dame, alors que les noirs ont ici 4 pions contre 3. Donc ils ont une majorité centrale et ils pourraient envisager d'essayer de valoriser un pion pour aller à dame. Donc cette position pourrait être intéressante pour Anand, mais le coup F4 va être particulièrement utile pour Carlsen, car la libération de la case F2 va donner une stratégie très claire pour les blancs. Alors n'hésitez pas à cliquer sur pause pour réfléchir à la stratégie de Carlsen. Bien, la première étape ici, c'est la centralisation du roi. Il va donc faire roi F2, et Anand va faire de même. Mais lui, sa position est moins dominante pour le roi, il va avoir beaucoup de mal à le centraliser. Il va quand même jouer roi F8, roi E3, roi E7, roi D4, roi D7 et roi C5. Carlsen arrive à aller jusque là. Il menace même de s'infiltrer en B6, d'attaquer la cible B7. Il faut absolument que les noirs empêchent cette action. Et roi C7 est joué. Alors Carlsen a obtenu déjà beaucoup dans cette position. Son roi est extrêmement bien placé, mais ça ne suffit pas pour la gagner, cette partie. Alors il faut déjà remarquer qu'Anand pourrait envisager cavalier E4, donc chasser le roi blanc. Carlsen évite ce genre d'inconvénient en jouant cavalier C3 et en contestant la case E4. Comment maintenant continuer avec Anand? Eh bien, pour lui, il est nécessaire, dans ce type de position, je vous rappelle que le jeu d'échecs se transforme en jeu de dames en finale, il est important de penser à damer, à essayer de promouvoir un pion. Donc, il faut absolument avoir ce raisonnement pour traiter ce type de finale. Les finales de cavalier, c'est généralement des finales de roi-pion, c'est dans le même raisonnement. Donc le cavalier vient en F5. Anand souhaite véritablement contester la chaîne de pions, essayer de se trouver la case 3 par exemple pour attaquer la chaîne de pions par derrière. Alors donc comment maintenant poursuivre du côté de Carlsen? Eh bien il joue cavalier E4, il centralise son cavalier, il veut peut-être atteindre la case D6 si jamais le cavalier s'en va, pour attaquer le pion F7. Cavalier E3, donc le pion G2 est sous pression. Il va falloir le mettre hors de danger. Donc ici, G3 a été joué. Et Anand va s'orienter vers une suite intéressante, où il va demander finalement à Carlsen de se prononcer. Donc il joue F5. L'idée c'est de chasser le cavalier et où mettre finalement ce cavalier pour les blancs. Eh bien il décide de jouer cavalier D6.
avec l'idée de fourchetter le roi noir. Bien sûr, Carlsen a prévu la réponse d'Anand. Anand joue G5, c'est logique. Il avance ses pions pour aller beaucoup plus vite pour la promotion. Et Carlsen a dû voir la suite, maintenant, qu'il avait envisagé quand il a joué cavalier E4, cavalier D6. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour chercher cette suite. Et bien cette suite, c'est cavalier E8, échec. Donc en fait, il attaque le roi noir avec l'idée d'installer un roi blanc en B6. Et à ce stade de la partie, il a certainement, et même avant, il a certainement envisagé de sacrifier finalement son cavalier pour permettre à ce roi blanc d'aller récupérer les pions B7 et A6 afin d'engager une finale de pions pour aller à dame très dangereuse. Alors va se dérouler maintenant une phase passionnante où les blancs donc accepteront de perdre leur cavalier comme je vous l'ai dit, mais au profit donc de la création de pions passés. Alors est-ce que Anand avait vu tout? On va voir. Donc ici roi D7, cavalier F6, roi E7, cavalier G8, échec. On voit que le cavalier attaque le roi et le pion H6. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Donc c'est une fourchette. Donc là, roi F8, cavalier prend H6. Anand décide de prendre le pion F4, pion prend, et ici, roi G7. Et le cavalier se trouve enfermé. Voilà la position que certainement les deux joueurs ont imaginé quelques coups plus tôt. Donc il y a deux conceptions. Anand souhaite gagner le cavalier et se débrouiller avec une pièce supplémentaire. Et l'autre conception, c'est de dire, moi je laisse mon cavalier, c'est pas important. Je te laisse le cavalier, mais j'aurai des pions qui peuvent aller à dame. C'est beaucoup plus important que simplement d'avoir un cavalier. Alors, eh bien, comment continuer avec les blancs? Alors, faut déjà ne vous précipitez pas sur roi B6, c'est pas nécessaire. Pour le moment, déjà on va manger le ventre plein avec le cavalier. Tant qu'à faire, s'il est perdu, eh bien qu'il ait au moins piqué un pion. Donc cavalier prend F5, E prend F5. Alors le pion, c'est normal de reprendre avec le pion puisque les noirs ont pour objectif de gagner le pion F4 afin de promouvoir ce pion. Donc il est plus rapide sur F1. Maintenant roi B6, avec un roi blanc aussi bien infiltré, il s'agit, et attention pour les noirs, de se presser au plus vite bien sûr pour se créer un pion passé, car le pion A5 risque fort d'être une source d'ennui dans quelques coups. Donc les noirs jouent cavalier G2, logique, et maintenant roi prend B7, cavalier prend F4, roi prend A6. Alors arrive à nouveau un moment fort dans cette partie, puisque nous voyons bien que les noirs ont un pion passé, mais qu'il est bloqué actuellement. Comment jouer avec ce cavalier? La tentation serait de prendre le pion H3. Ce doit être possible, mais Carlsen est très méfiant et extrêmement solide en finale. Il décide de procéder autrement. Ce pion H en fait est très loin de la dame, il ne représente pas un danger important. Il va par contre mobiliser son cavalier vers le centre de l'échiquier afin de rendre plus difficile la promotion du pion C notamment, et en même temps de fournir au roi noir un bouclier protecteur. Donc en fait c'est Anand qui joue de cette manière, donc c'est très bien joué de sa part. Je me suis trompé, j'ai dit je pense Carlsen, mais ici c'est Anand. Donc en jouant cavalier E6, il prépare tout simplement la promotion du pion F et en même temps le freinage du pion C5 et la possibilité pour le roi de se protéger en cas de promotion dame du côté des blancs. Alors roi B6. Et maintenant, c'est la course. F4, A6, F3, A7, F2, dame et dame. Donc, Anand se retrouve avec une dame et un cavalier. On pourrait dire que c'est une bonne chose pour lui. Mais Carlsen est déjà presque sûr d'avoir nul. Car en fait, les pions sont bien plus dangereux que le cavalier, car ils ont la possibilité de se promouvoir en dame. Donc ici, dame D5, et le cavalier est déjà contesté. La centralisation de la dame est donc logique. Il peut y avoir un accompagnement du pion C jusqu'à dame.
Il s'agit maintenant pour les noirs de jouer précisément. Il décide de jouer Dame E1. Alors un petit mot sur Dame prend H3, c'était possible. On peut par exemple regarder C5, Roi F6, donc le roi on voit très vite qu'il se rapproche rapidement de la protection du cavalier, ce qui libère la dame de sa tâche défensive. Par exemple C6, et maintenant Dame E3, donc la dame harcèle le roi blanc. Celui-ci doit être très attentif parce que le cavalier est très proche, on voit tout l'intérêt d'avoir centralisé le cavalier E6. La collaboration dame-cavalier va pouvoir permettre de défendre cette position. Donc là par exemple roi B7 et maintenant dame F4 avec égalité parce que la dame peut bien sûr contrôler la case C7 et même s'y infiltrer. On peut aussi envisager dame B4. Bref, toutes ces situations sont plutôt correctes pour les noirs. Donc dame H3 était envisageable, mais Anand choisit de jouer Dame E1 avec la protection bien sûr du cavalier, mais aussi la possibilité pour lui de venir en B4. Dame D6, donc interdiction de la case B4. L'accompagnement du pion C est toujours envisageable. Donc maintenant Dame E3 échec. Alors pas C5 parce qu'il y a dame prend B3 échec, ça serait dommage. Mais ici roi A6 laisse libre les pions d'aller jusqu'à dame. Mais le fait d'avoir placé encore une fois astucieusement le cavalier E6, cela va permettre à Anand de pouvoir collaborer parfaitement avec le tandem cavalier donc et dame. Cavalier C5 échec. Donc l'échec permet de tenir le rythme. Roi B5 et maintenant cavalier prend B3. Donc Anand a pris un pion. Sa situation est plus agréable maintenant. Ils ne perdront pas cette partie. Par contre, bien entendu, le résultat de celle-ci va sonner bientôt le glas, puisque Anand ne pourra pas gagner cette partie, donc il va perdre sa couronne dans très peu de temps. Donc ici, les blancs ont joué dame C7 échec, roi H6, dame B6, il propose tout simplement l'échange des dames, donc c'est fini, hein, la récré est terminée. Donc maintenant dame prend dame, roi prend B6 et roi H5. Et le roi va s'occuper du pion H et le cavalier arrête tranquillement ce pion. Donc, par exemple H4, roi prend H4, C5 et maintenant cavalier prend C5 et roi prend C5 et la position est nulle. Belle partie de la part des deux joueurs, beau débat, beau combat avec finalement la victoire finale de Carlsen qui devient le 16e champion du monde. Bravo à lui et c'est certainement une nouvelle ère qui se présente pour l'univers, le monde en tout cas des échecs. Alors, je reprends quand même les points principaux de cette partie. Dans cette 10e partie, eh bien, Carlsen a décidé de jouer E4 et l'adoption de la sicilienne est compréhensive, c'est quand même le début le plus riche, alors, la réplique en tout cas la plus riche contre 4. Donc la sicilienne, cavalier F3, D6, fou B5, une Rossolimo, donc cavalier D7, D4, pion prend, dame prend. Déjà Carlsen a un début tout à fait convenable avec un avantage numérique au niveau du développement. A6, fou prend cavalier, donc là un moment important puisqu'il décide de donner sa paire de fous, mais dans l'idée de mettre en place un étau de Maroxy, une structure stratégique importante à comprendre. Donc l'idée des blancs c'est de maintenir le centre, de museler en tout cas la majorité centrale noire et d'évoluer dans une structure où il y a un avantage d'espace pour eux. Donc cavalier F6, fou G5, intéressant hein, pour empêcher G6, fou prend cavalier, donc détérioration. Donc là dans ce cas là Anand joue E6 et on voit bien que la colonne D est intéressante avec un pion cible D6 qui sera l'objectif quand même principal de Carlsen dans son évolution, enfin dans son travail stratégique. Donc E6, cavalier C3, fou E7, petit roc, fou C6, dame D3, alors ça c'est un moment important
puisque l'objectif de dame D3, bien sûr, c'est de libérer la case D4, mais aussi d'accentuer la pression sur le pion B5, en tout cas d'empêcher ce levier libérateur. Petit roc, cavalier D4, donc on voit bien que la formation blanche est vraiment adaptée pour empêcher le levier libérateur B5. Tour C8, B3, dame C7, et ici, suppression du fou C6, donc de la paire de fous. Donc c'est toujours une pièce en moins. Dame prend C6, toujours avec l'idée de jouer B5. Et les blancs ne font qu'anticiper ce problème de B5. Avec tour C1, ils protègent leur cavalier. A6, H6, pardon, fou E3. Alors ça, c'est un coup important, pas toujours facile à trouver. On va tout de suite remarquer plus tard que le fou en D4 va être extrêmement utile pour les blancs. Donc cavalier D7, pour essayer d'envisager l'occupation des cases, notamment C5 ou E5. Et là, fou D4, extrêmement fort comme coup, avec, en cas de cavalier C5, toujours cette idée dame G3 instructive, attaque par la colonne G, ou alors, même avec cavalier E5, dame G3 aussi, avec cette idée F4, F5, F6, assez rapide et impressionnante. Donc, maintenant, fou D4 ayant été joué, eh bien, les noirs décident de jouer tour D8, commencent à préparer la défense de leur pion D6, et H3, dame C7 pour ce fameux triangle possible de leur part. Mais il faudra pour les blancs être très attentifs surtout à l'idée d'interdire le levier B5. Et là, dame D2, nous interdit B5, je vous rappelle le petit B5, tout de suite cavalier D5, voilà. Ça c'est pas mal comme idée, cavalier prend, fou prend G7, voilà, et tour prend D2, tour prend D6, avec une position supérieure pour les blancs. Donc ça c'est la manœuvre dame D2 en rayon X par rapport à la dame A5, interdiction de B5. Les noirs jouent roi F8, toujours pour l'idée de jouer B5. Et là, dame B2, toujours la même idée, interdire B5. Si jamais B5, et bien maintenant B4, la dame est chassée et le pion B5 est pris avec avantage matériel. Dame B2, donc roi G8, proposition tacite de nul, mais non acceptée par les blancs. Ces derniers vont interdire définitivement, en tout cas pour une longue durée, B5. Dame H5, transfert de la dame. Et là, un nouveau plan très instructif, c'est cavalier E2. Donc le plan a le mérite d'être très concret puisqu'il attaque G7, mais surtout il libère la case C3 pour la tour avec le transfert de celle-ci pour doubler, notamment via la colonne D. L'idée de cavalier 2 est donc véritablement de pressuriser D6 en fait. Donc fou F6, tour C3, excellemment bien joué. Fou prend, tour prend, pour tripler les pièces lourdes sur le pion D6. Dame 5, dame D2, toujours D6. Cavalier F6, alors là pas de coup de pion. On va d'abord faire un coup de tour. Menacer éventuellement F4, mais pour l'instant on solidifie la position. Donc tour D7. Et là, le coup important, c'est A5 qui prend de l'espace, qui commence à supprimer l'oxygène des noirs. Et Anand n'est pas patient dans ce cas de figure, il décide de jouer dame G5, de prendre un risque, puisque maintenant le pion D6 est vraiment en danger. Alors bien sûr, pas tour prend D6 à cause de la fourchette qu'avait prend le 4, je vous l'ai montré, et la prise en sandwich de la tour en D6. Mais plutôt le levier ici E5 qui permet de clouer le pion D6, donc d'accentuer la faiblesse de ce pion. Cavalier E8. E prend D6, peut-être un petit peu de précipitation. En fait, cavalier C3, maintien de la tension et utilisation de l'avantage d'espace était peut-être à envisager pour peut-être gagner cette partie. Maintenant, E prend D6, donc les noirs vont se préparer à la prise du pion D6, et là c'est intéressant parce que F4 est joué, non pas uniquement pour attaquer la dame, mais cela gagne un temps quand même, c'est surtout pour préparer la finale avec la sortie du roi en F2. Et on a vu, vous l'avez vu cette partie, c'est que voilà, son idée c'est véritablement d'avoir un chemin tout tracé ici. Alors évidemment c'est pas visible tout de suite, mais enfin, dame D8, le pion D6 doit être pris, donc il va y avoir une succession d'échanges, tour prend, c'est relativement facile quand c'est comme ça, dame prend, cavalier prend. Et là on voit bien que nous avons une finale cavalier, pion, asymétrique, on voit bien avantage à l'aile dame pour les blancs, avantage au centre pour les noirs. Mais là, la priorité sera d'abord la centralisation des rois.
Le roi blanc est bien mieux placé que celui de Carlsen. Maintenant qu'avec C3 pour interdire E4, et là Anand choisit de trouver du contre-jeu du côté de l'aile droit en essayant de supprimer un pion blanc pour se créer plus facilement un pion passé. On va s'orienter vers une ligne relativement forcée maintenant. Carlsen décide de négliger quelque peu cette attaque du cavalier, mais plutôt, voilà, il va préparer une attaque sur l'aile roi, mais surtout attirer le roi noir vers le centre et l'aile roi. Voilà, cavalier échec, etc. Voilà, pion prend, roi ici. Le cavalier est enfermé, mais pendant que le cavalier est enfermé, le roi s'est désaxé de la protection de l'aile dame, ce qui permet au roi blanc de pouvoir s'infiltrer du côté de l'aile dame. Donc maintenant, on va manger le ventre plein et partir ainsi en ayant pris quand même un pion. Donc pion prend et roi B6. Voilà, donc ici maintenant Anand va prendre le pion, se créer un pion passé, et Carlsen de la même manière. Là, le coup noir est instructif. Cavalier E6 d'Anand va permettre en fait finalement de parfaitement collaborer entre la dame future et le cavalier. Maintenant, il est logique pour Carlsen aussi de promouvoir un pion. Donc F4, voilà, la promotion s'effectue. Et la centralisation aussi se réalise pour Carlsen, qui n'a pas trop de soucis pour annuler cette position. Anand doit composer quand même et utiliser au mieux son tandem dame-cavalier. Donc il va placer sa dame en E1 pour trouver de la coordination. Donc dame D6, maintenant dame E3 échec, roi A6, cavalier C5 échec, cavalier prend B3, donc suppression d'un pion. La finale sans la nulle ici, donc ici roi H6 et maintenant dame B6, proposition d'échange des dames, donc dame prend dame, roi prend, plus de danger pour Carlsen, il a la nulle assurée. Maintenant c'est la loi taylorienne, chacun s'occupe d'un pion, le cavalier le pion C4 et le roi va s'occuper donc du pion H3. Donc partage des travails parfaitement fait et la nulle donc qui montre que Carlsen finalement est le vainqueur, un beau vainqueur, qui devient donc le 16e, comme je vous l'ai dit, champion du monde, avec un score impressionnant, quand même 3 parties gagnées contre Anand, qui a été champion du monde à plusieurs reprises. Donc bravo à Carlsen. J'espère que les vidéos qui ont été présentées sur le championnat du monde vous ont contenté. N'hésitez pas à emprunter le site Moracchini Chacun Situ, où il y a un espace membre proposé avec énormément de vidéos, plus de 600 à votre disposition, plus des exercices adaptés pour chaque niveau. Du niveau débutant jusqu'à plus de 2000. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt pour une prochaine série de vidéos.